Bonsoir à toutes et tous, et nous vous remercions d'avoir quitté un temps les rues et la mobilisation pour assister à cette conférence organisée par l'association du Master IEOS et l'Université Paris-Dauphine, dans le cadre des Journées de la Finance. Il nous semble que cette conférence fait toutefois écho aux préoccupations actuelles. Pour protéger le futur, il va bien falloir s'inquiéter au présent. Le thème de cette année, pour les House of Finance Days, est Finance et transition. Et nous avons choisi de porter notre attention sur un aspect méthodologique, les différentes formes de valorisation du futur. Et leur pertinence, en fait, pour anticiper le changement climatique. Et penser la transition écologique. Nous souhaitons comprendre si et comment les pratiques financières ainsi que l'analyse économique peuvent être des moteurs de la transition écologique en examinant leurs méthodes, parce qu'une méthode n'est jamais neutre. Face à l'urgence climatique, il est nécessaire de mettre en œuvre des politiques de transition et de réfléchir sur la manière dont le système financier et bancaire devrait ou pourrait prendre en compte les risques liés au changement climatique. Les conséquences du changement climatique sont déjà visibles et nécessitent dès maintenant de s'y adapter, ce que la finance fait, et de tout faire pour atténuer les externalités négatives causées par les dommages écologiques. C'est l'évaluation de ces dommages, directs et indirects, et leur évolution qui pose un problème. Pour les économistes et pour les financiers, l'enjeu est double. C'est à la fois un enjeu d'adaptation, anticiper les risques climatiques, mais aussi d'atténuation, penser la transition écologique. Pourquoi s'intéresser aux techniques de valorisation du futur ? La prise en compte du très long terme et du risque dans la pratique financière, ainsi que dans les politiques économiques, sont des défis majeurs face à l'ampleur du dérèglement climatique. Au-delà de notre méconnaissance du futur, lui attribuer une valeur pose question. L'idée que les générations futures seront plus riches et connaîtront une société meilleure s'étiole au fur et à mesure des catastrophes climatiques. Face à cela, il paraît important de penser des évolutions de société contrastées. Pour autant, les analyses économiques et financières classiques semblent conserver une vision optimiste du futur. Sur le plan éthique, il paraît aussi nécessaire de convoquer les générations futures pour porter une réflexion sur la valeur que celles-ci accorderont à la vie et à leur environnement. Dans ce sens, le taux d'actualisation est une variable clé, utilisée aussi bien dans les pratiques financières, comme l'analyse coût-bénéfice ou le calcul du couple risque-rendement, que dans la prospective économique. Ce paramètre comporte des choix éthiques et politiques importants dans un contexte de dérèglement climatique. Et la définition du bon taux d'actualisation est loin d'être neutre par rapport à la transition écologique. Il donne notamment une valeur à notre préférence pour le présent, le taux d'actualisation écrasant les dépenses et les bénéfices dans le temps, ce qui peut justifier toutes les procrastinations. Mais il donne aussi une valeur à notre aversion au risque, ainsi qu'à la justice intergénérationnelle. Si l'analyse coût-bénéfice et la prospective économique sont des outils qui se distinguent, tant par leur fonctionnement que par leurs usages. Ils se ressemblent finalement en ce qu'ils imaginent le futur et cherchent à lui donner une valeur. Donc, pour traiter ce vaste sujet, nous recevons ce soir Lignana Doganova, diplômée de l'ESSEC, titulaire d'un doctorat en sociologie de l'innovation et aujourd'hui chercheur au Centre de sociologie de l'innovation à l'École des Mines de Paris. Au croisement de la sociologie économique et de la sociologie des sciences et des techniques, vos recherches portent sur les pratiques de valorisation économique et notamment les techniques et les temporalités qui sont mobilisées dans ces pratiques. Votre prochain ouvrage, à paraître en 2024 chez Zone Books, propose une sociologie historique de l'actualisation du futur comme technique de valorisation. Nous accueillons également Julien Lefournier, diplômé de l'École des Mines qui a travaillé 25 ans sur les marchés de capitaux et dont l'ouvrage « L'illusion de la finance verte », coécrit avec Alain Grandjean et préfacé par Gaël Giraud, est paru en mai 2021. L'ouvrage décrit notamment comment les marchés financiers ont souhaité redorer leur image après la crise de 2008 par le biais de la finance verte, en affirmant s'être convertis à l'écologie et finançant désormais de manière volontaire des projets verts. Vous vous attachez à dénoncer le nuage de confusion qui désoriente et qui ne permet pas de saisir quelle est la véritable conversion à l'écologie. Et vous démontrez que la finance n'est pas majoritairement verte, mais que c'est une stratégie de communication pour raviver une confiance perdue. Nous recevons enfin Thomas Allen. Donc, après une thèse en économie à l'Université de Montpellier, vous avez eu des postes d'analyste économique à la Commission européenne, à l'OCDE, ainsi que dans d'autres institutions.
Depuis 2019, vous travaillez en tant que chargé de recherche en économie au Centre du changement climatique à la Banque de France et vous êtes récemment devenu chef de division adjoint de ce centre. Par ailleurs, vous êtes aussi conseiller du chef du secrétariat du NGFS et c'est dans ce cadre-ci que vous avez travaillé sur les scénarios de transition climatique dont nous parlerons ce soir. Donc, on va laisser la parole aux intervenants. Ils vont vous présenter pendant quelques minutes principalement le sujet de ce soir, que ce soit leur recherche, leur ouvrage ou leur travail. Je vous laisse la parole, Madame Doganova. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour cette invitation qui me donne l'occasion de parler d'un objet auquel j'ai consacré les quelques dernières années de mes recherches. Et cet objet s'appelle l'actualisation. C'est peut-être un objet qui est familier pour certains d'entre vous, totalement étranger pour d'autres, notamment ceux qui n'ont pas fait d'économie et de finance. Alors, ce que je vais essayer de faire dans cette présentation d'une dizaine de minutes, c'est de vous présenter l'actualisation comme une technique de valorisation du futur qui établit une relation particulière avec ce futur et qui, en cela, a une politique. Elle porte une forme de politique, une politique qu'il est nécessaire de comprendre, il me semble, lorsqu'on s'interroge, comme on le fait aujourd'hui, sur la prise en compte du dérèglement climatique dans les modèles économiques et dans la formulation des politiques publiques, on pourrait ajouter. Alors, la présentation de la conférence évoquait plusieurs outils. Vous parliez de modèles économiques, de prospectives, de scénarios, d'évaluation coût-bénéfice. Et il me semble que, en fait, dans tous ces outils, il y a quand même une différence importante qui a à voir avec leur mode d'engagement avec le futur. Il y a d'une part des outils qui engagent le futur sous l'angle de la connaissance. Ils cherchent alors à explorer un futur incertain pour dessiner des futurs plausibles qu'on pourrait connaître aujourd'hui. Alors, j'ai fait une petite recherche sur Google Images en tapant prospective et on retrouve sans cesse cette image de la longue vue, de l'homme avec la longue vue. Et je trouve qu'elle est assez parlante parce qu'avec des outils comme ça, le futur, c'est un peu comme un territoire, en fait, qu'on ne connaîtrait pas, mais qu'on peut explorer, découvrir, représenter, à condition d'avoir les bons instruments pour le faire, donc comme cette longue vue qu'a le monsieur. Il y a néanmoins d'autres types d'outils où se pose un problème un tout petit peu différent, me semble-t-il. Il s'agit pas, enfin, le problème qu'il pose, c'est pas tant celui de la connaissance du futur, mais celui de sa valorisation. C'est-à-dire la pertinence qu'on attribue au futur comme guide de l'action présente et le poids qu'on lui donne dans la prise de décision aujourd'hui. Il me semble que l'évaluation coût-bénéfice est un bon exemple de ce type d'outil. C'est un outil qui cherche à déterminer, on pourrait dire, la valeur d'une politique en calculant les coûts et les bénéfices qu'elle générera dans le futur. Le futur est valorisé dans l'évaluation coût-bénéfice doublement, d'une part par la monétisation de ces flux qui vont arriver dans le futur. On traduit des bénéfices et des coûts qui sont parfois non économiques en bénéfices et coûts qui sont économiques. Mais il est aussi valorisé par l'actualisation de ces flux qui vise à rendre le présent et le futur commensurables. À ramener donc des flux qui arrivent dans des moments très différents dans le temps, à les ramener tous dans le présent en les traduisant dans ce qu'on appelle leur valeur actuelle. Et donc c'est sur cette technique de l'actualisation que je vous propose de nous pencher maintenant. Alors, j'ai pas hésité à mettre des formules, on en parlait tout à l'heure, mais j'en ai même mis 3, pour essayer de vous expliquer c'est quoi l'actualisation et qu'est-ce que ça veut dire aussi de l'envisager avec un angle sociologique qui est le mien. Alors, l'actualisation est une technique de valorisation qui repose sur un principe finalement très simple. L'idée, c'est que la valeur de quelque chose vient des flux que cette chose va produire dans le futur. Ces flux arrivent à des moments différents dans le temps et donc ils sont rendus commensurables en étant actualisés. On dit discounted en anglais, et je trouve que le terme est plus juste, décompté, en étant réduit par un certain facteur qu'on appelle le taux d'actualisation. Plus un flux est lointain dans le temps, plus il est actualisé, ça veut dire plus il est décompté, ça veut dire moins il compte aujourd'hui. La logique sous-jacente de ce principe est une logique financière. Un euro aujourd'hui vaut plus qu'un euro demain. D'abord, parce que si j'ai un euro aujourd'hui, je peux le placer à la banque, il va me rapporter un taux d'intérêt, ou je peux le placer ailleurs, où il peut me rapporter même plus qu'un taux d'intérêt. Et puis aussi parce qu'un euro que j'ai aujourd'hui
a plus de certitude que ce que cet euro pourrait devenir dans le futur. Alors, pour vous donner un exemple de l'effet qu'induit l'actualisation, si on prend, enfin juste un exemple, si on prend un taux d'actualisation de 5%, quelque chose qui vaut 100 € mais arrive dans 10 ans, vaut en fait seulement 63 €, et quelque chose cette même chose, si elle arrive dans 100 ans, elle ne vaut même pas 1 €, elle vaut 80 centimes. Donc vous voyez l'effet de réduction que produit cette technique de l'actualisation. Alors, ce qui m'a d'abord frappé dans mes recherches sur l'histoire et la sociologie de l'actualisation, c'est son omniprésence. Le principe que je viens d'évoquer, c'est un principe qui vient de la finance, mais c'est à partir du 19e siècle qu'il commence à apparaître dans la valorisation d'actifs que la finance appelle réels, c'est-à-dire des actifs non financiers, notamment les forêts, les mines et les chemins de fer. Au début du XXe siècle, l'économiste Irving Fisher en fait une définition universelle de la valeur du capital. La valeur du capital, dit-il dans la première formule que vous pouvez voir sur cette slide, vient de la valeur des revenus que ce capital va produire dans le futur. Ces flux sont actualisés avec un taux d'intérêt de l'ordre de 4%. Là, on est en 1906, dans un manuel d'économie. D'un autre lieu, quelques décennies plus tard, même formule, si vous ouvrez un manuel de finance d'entreprise, une des premières choses que vous apprenez est cette deuxième formule que vous voyez sur la slide, qui vous dit que la valeur d'un projet d'investissement dans une entreprise est égale à la somme des coûts et des revenus que ce projet est susceptible de produire dans le futur, et que ces flux sont actualisés cette fois-ci non pas avec le taux d'intérêt, mais avec ce qu'on appelle le coût du capital, ce qui, pour aller vite, correspond au rendement attendu par les investisseurs, notamment les actionnaires. Alors, c'est un taux qui varie entre les entreprises et les secteurs, mais il se situe, on pourrait dire, peut-être dans les 10%, plus dans les secteurs où, comme on dit, il y a plus d'incertitude. En tout cas, on est loin des 4% de taux d'intérêt de Fisher. Alors, la valeur calculée ici, ainsi qu'on appelle la vanne, sert de critère de décision. Si un projet a une vanne positive, on investit. Si un projet a une vanne négative, on abandonne. Alors, ce qui est encore plus frappant, c'est de retrouver la même formule. Vous voyez ici la troisième formule que je vous ai mise sur la slide, mais cette fois-ci dans un manuel de l'OCDE qui porte sur l'analyse coût-bénéfice et l'environnement. Qu'est-ce qu'il nous dit ce manuel? C'est que pour juger de la pertinence d'une politique environnementale, il faut faire en gros le même calcul que fait une entreprise pour un projet d'investissement. On compare des coûts et des bénéfices qui vont se produire dans le futur, seulement le taux d'actualisation n'est plus le même. On parle alors de taux d'actualisation sociale ou de social discount rate en anglais. Alors c'est justement la définition de ce taux d'actualisation sociale qui fait l'objet de controverses. Et j'ai pris ici l'exemple peut-être de la controverse la plus connue qui s'est développée sur cette question et qui a opposé Nicholas Stern, qui est l'auteur de la Stern Review on the Economics of Climate Change, qui est paru en 2007, donc d'une part, et William Nordhaus, un autre économiste qui depuis a reçu le prix Nobel d'économie en 2018 pour ses travaux qui intègrent justement le réchauffement climatique à l'économie. Alors, ce qu'expliquait Stern dans son rapport, c'est que l'inaction climatique qu'on observe toujours aujourd'hui, on pourrait dire, il parlait en 2007, mais on pourrait faire un constat plus ou moins similaire. Donc, l'inaction climatique peut être expliquée par des outils comme l'analyse coût-bénéfice, qui sont finalement incapables de valoriser le futur parce qu'ils sont prisonniers du principe de l'actualisation que je viens de vous présenter. On est, avec les politiques climatiques, dans une situation dans laquelle les coûts sont proches, c'est les coûts de la transition, et donc, puisqu'ils sont proches dans le temps, ils pèsent très fort. Alors que les bénéfices, les coûts évités du dérèglement climatique, ils se situent très loin dans le temps et du coup, ils pèsent très peu puisqu'ils sont actualisés. Ça veut dire, si on reprend le terme anglais qui est plus explicite ici, ils sont décomptés, ils sont discounted. Donc Stern proposait alors d'appliquer un taux d'actualisation très faible avec l'argument suivant. Les générations futures, disait-il, valent autant que les générations présentes. Les générations futures valent autant que nous. Donc il n'y a pas de raison de les dévaloriser dans ce type de calcul. Et alors, si on faisait, quand on regarde le calcul de Stern, finalement, l'action climatique devient dès lors justifiée, elle devient rationnelle, puisque les bénéfices et ces bénéfices et ces coûts apparaissent, on pourrait dire, à pied d'égalité, malgré la distance temporelle
qui les séparent. Alors, cette approche de l'actualisation a été jugée, je cite, extrême par William Nordhaus, pour qui, je vais aller très très vite ici, pour qui le taux d'actualisation n'est pas quelque chose de prescriptif, mais quelque chose de descriptif. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose dont on décide politiquement, c'est quelque chose qu'on observe, on pourrait dire dans la nature, en l'occurrence dans les marchés. Alors, je vais conclure sur l'exemple de cette controverse et de ce qu'elle nous dit de l'actualisation et de la valorisation du futur. Il me semble qu'elle nous dit plusieurs choses. D'abord, elle nous montre que le taux d'actualisation est un objet qui est à la fois technique et politique, contrairement à ce que dit Nordhaus, et qui doit être pensé en tant que tel, comme un objet technique et politique, un objet de technique, mais aussi un objet de choix, de décision collective. Elle montre aussi, il me semble, la relation très particulière que l'actualisation établit avec le futur, c'est ce que je disais au début de ma présentation. Le problème, finalement, n'est pas tant de savoir ce que sera le futur, le problème n'est pas tant de savoir, n'est pas tant de le connaître, mais de le valoriser, de se donner les outils capables de donner une valeur à ce futur, de le faire compter au lieu de le décompter, en quelque sorte de nous forcer à le prendre en compte dans nos calculs et dans nos décisions. Il me semble enfin que cette controverse soulève trois questions que je vais juste formuler sans du tout tenter d'y répondre. On pourra revenir dessus dans la discussion. La première question, c'est une question très simple, mais très compliquée en même temps. Est-ce que le futur vaut moins que le présent? La deuxième question, on pourrait la formuler ainsi. Est-ce que la pertinence d'une action doit être jugée à l'aune de sa valeur? C'est-à-dire lorsque cette valeur est définie comme la somme des effets de l'action, c'est-à-dire de ses coûts et de ses bénéfices futurs. Troisième question, que j'ai essayé de formuler de manière peut-être un peu provocante, est-ce qu'une technique financière, comme l'actualisation, qui vient donc de la logique financière, est-ce qu'une technique financière peut devenir une forme d'action et de valorisation générale qu'on retrouve, comme je vous disais tout à l'heure, aussi bien dans les manuels de finances que dans les politiques publiques, y compris lorsqu'elles ont trait à l'environnement. Voilà, donc je vais finir sur ces trois questions. J'ai dépassé un tout petit peu, mais j'espère que ce n'est pas grave. Voilà, merci. À gauche, alors. Ouais. Alors, ok. Bon, c'est super parce que, avec les explications de Liliana, je vais gagner énormément de temps. Il y a juste une remarque que je ferai par rapport à ce qu'elle a dit, en parlant de Stern, en disant que donc, les coûts et les bénéfices étaient mis sur le même pied. Attention, il n'a pas choisi un taux zéro, il a choisi 1,15. Ça paraît dérisoire, mais comme disait Einstein, la capitalisation, c'est la force la plus puissante de l'univers, c'est exponentiel en fait. Et du coup, si je fais un calcul grossier qui est peut-être faux, 100 à 50 ans, ça ne vaut pas 100, ça vaut 50. Donc il y a quand même, c'est pas complètement égal. Mais par rapport à Nordhaus, qui disait lui 5, il y a un ordre de grandeur de 10. Donc on n'est plus du tout dans le même débat. Ça, c'est la question qui m'a été proposée. Alors, comment la compétition à la maximisation des rendements limite la capacité des acteurs financiers et des moteurs de la transition? Alors, donc c'est une question centrale, en effet, parce que la finance, donc, c'est la maximisation du rendement ajusté du risque. Et je dis bien la maximisation. C'est vraiment une logique de... C'est très contraignant, hein, le maximum, en mathématiques. C'est pas bien faire, et si j'ai pas de bien faire, il s'agit de maximiser. C'est une contrainte très très forte. Donc pourquoi ça pose problème? Le point de départ, il est là. J'appelle ça no free lunch, vous connaissez cette phrase, la prime verte de la transition. Donc ce qui est intéressant, c'est que il y a un consensus, je vous ai mis en haut à droite le 1 hebdo qui sort cette semaine, climat, qui va payer. Donc il y a vraiment une question sur qui doit payer, parce que la transition, c'est pas gratuit. Intuitivement, vous savez tout ça. No free lunch, ça veut dire quoi? Quand vous voulez un service supplémentaire, il faut le payer. Les gens, je donne cet exemple du café équitable,
les gens qui achètent du café équitable acceptent de payer 30% plus cher le kilo de café pour avoir, en contrepartie, le fait que les petits producteurs puissent vivre dignement de leur travail. D'accord ? Et ça fait l'objet d'un consensus absolu, en fait, hein, à moins de faire pousser des arbres. Hein. Là, il n'y a pas de surcoût, mais on parle de décarbonation, on parle de transition. Et donc Bill Gates, dans son bouquin, un bouquin qu'il a sorti en janvier 2021, qui s'appelle How to Avoid a Climate Disaster, il vous fait la liste secteur par secteur de ce qu'il appelle la prime verte qu'il faut réduire. Hein, par exemple, combien ça coûte de passer au biocarburant pour l'aviation. Je ne dis pas qu'il a raison sur tout, mais combien ça coûte de fabriquer de l'acier vert, c'est plus cher systématiquement. Et Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, dit l'année dernière, produire plus vert est plus onéreux. Sinon, nous l'aurions fait depuis longtemps. Nous sommes toujours à la recherche d'économies de production. Cela revient plus cher en investissement et en coût de production. Là aussi, comment repasse-t-on cela dans la chaîne de valeur ? Les Français souhaitent tous consommer plus vert, mais ils ne veulent pas en payer le prix. Donc, vous avez ça. Je pourrais prendre les petits entrepreneurs pour montrer qu'il n'y a pas le patron du MEDEF. Eux, ils parlaient de Primovis. La Primovis, c'est la même chose que la prime verte. C'est juste on la voit à l'envers. Parce qu'eux, ils achètent du coton bio, voilà, ça leur coûte beaucoup plus cher. Et donc, par rapport à leurs concurrents, les concurrents, en fait, bénéficient d'une Primovis. Hein. Et les financiers sont convaincus de cela aussi. Donc, je cite Perrier, qui était le directeur général d'Amundi, dans un rapport qui est sorti en début d'année dernière. La difficulté actuelle des entreprises n'est pas de trouver des fonds privés pour financer leurs projets verts, mais d'être en mesure que ces projets soient suffisamment rentables et justifient financièrement les moyens engagés par l'entreprise. Donc là, on retrouve tout de suite la notion de rentabilité, donc qui est intimement liée à l'actualisation, en fait. Et donc, vous voyez, il y a un consensus sur cette problématique du coût. Et donc, le problème, c'est que, naturellement, la finance, donc, c'est une machine à maximiser. Et donc, vous avez ce face-à-face. La rentabilité de l'investisseur, c'est le coût du capital de l'entreprise, hein. Quand vous empruntez, si vous voulez acheter un bien immobilier, vous allez avoir votre banquier. D'abord, vous faites la tournée des popotes pour essayer de payer, avoir les conditions les plus attractives, c'est-à-dire le taux d'intérêt le plus faible. Et les intérêts que vous versez à la banque, c'est le coût du capital que vous empruntez, c'est la rentabilité pour la banque. Hein. Donc c'est un bras de fer, comme dans n'importe quel marché, entre vendeurs et acheteurs, qui se résout dans les bons cas. Donc je vous ai mis en haut à droite le paradigme risque-rendement dont on parlait tout à l'heure, où, en fait, dans ce petit modèle, il y a des débats, évidemment, sur ce que sont les risques et ce que sont les rendements espérés. Mais schématiquement, vous avez tous vu sans doute cette courbe. Et donc, on a une frontière efficiente au sens de Pareto, c'est-à-dire que c'est une l'idée de personne d'assumer un coût, un coût donné, un risque fixé, vous allez choisir le rendement le plus intéressant. Ou inversement, un rendement fixé, vous allez choisir le risque le plus faible. C'est ça qui vous donne la frontière efficiente. Donc c'est ça que les financiers font. Et ça parle ni de vert ni de brun. Il n'y a pas de logique écologique là-dedans, en fait. On est sur un calcul de risque-rendement. Et donc là, la manière dont aujourd'hui on se sort de cette affaire, c'est avec des subventions massives des États. Hein. Donc aujourd'hui, vous avez l'Europe, la France. Alors le plan Biden, vous avez tous entendu parler de l'IRA. Donc on met des dizaines, des centaines de milliards de subventions pour favoriser les investissements favorables à la transition. C'est vrai. Donc les États font leur part. Les consommateurs font leur part. Hein. Quand vous achetez un véhicule électrique, vous avez un reste à charge. Et donc vous faites votre part. Mais les financiers jouent dans ce mécanisme aucun rôle. Hein, il n'y a pas de déformation, il n'y a pas de prime verte pour les financiers. Si vous avez une obligation verte, elle vaut exactement la même chose qu'une obligation pas verte. Parce que la seule chose qui est prise en compte par le marché, c'est ce qu'on appelle le risque-crédit. Et lui, il ne dépend pas du fait que les fonds aient été utilisés pour tel ou tel projet. Ça n'a pas de sens. Ce qui est mesuré, c'est uniquement la capacité de l'entreprise à rembourser. Hein. Si vous allez voir votre banquier, vous empruntez de l'argent, tout ce qu'il attend de vous, c'est que vous remboursiez. Il se fiche de savoir ce que vous avez acheté avec votre argent. Et donc, vous avez là, vous retrouvez exactement la formule de Liliana. Donc, c'est une formule pas du tout théorique en finance, hein, surtout sur le marché qu'on appelle des obligations, le marché obligataire, fixed income, parce que là, les revenus, ce que j'ai appelé les RT, les revenus ne sont pas du tout incertains. On n'est pas en train d'idéaliser des revenus, des dividendes à l'infini. On a des coupons qui sont fixes, ça s'appelle le marché à taux fixe. On a des coupons qui sont fixes, certains.
Et donc, c'est une formule qui est utilisée tous les jours, quotidiennement, sur les marchés par tout le monde pour faire des calculs. Hein. C'est comme ça que ça marche. Et vous voyez que dans cette formule, on retrouve les éléments qui ont été rappelés. Hein, ça parle d'argent. D'argent aujourd'hui. Le P à gauche, c'est le prix aujourd'hui, c'est l'argent aujourd'hui. Les flux jusqu'à l'infini, enfin jusqu'à la maturité pour une obligation, c'est l'argent plus tard, c'est l'argent demain. Le S, ici, ça représente une prime de risque. Donc c'est de l'argent risqué, plus ou moins. Mais vous voyez, c'est ça que fait le marché. C'est une approche, comme l'a dit, j'ai trouvé que les exemples d'Iliana étaient vraiment fantastiques parce qu'elle a montré cette formule dans 3 contextes différents. Et moi, c'est ce que je voulais dire. Sur les marchés financiers, pour l'entreprise, vous retrouvez ça au cœur. Elle a donné 3 exemples différents, y compris à la fin avec le calcul coût-bénéfice. Et donc, c'est ça que font les marchés. Là-dedans, il n'y a pas d'écologie, il n'y a rien de vert. Alors les gens me disent, mais si, parce que la somme va à l'infini, c'est le long terme. Bah oui. Mais ça, c'est exactement c'est une manière de retrouver ce que Liliana vous a présenté. Le problème, c'est la longue vue. La longue vue du marché, vous voyez, la ligne bleue en haut à taux zéro, hein, 100 aujourd'hui, ça vaut 100 dans 100 ans si le taux vaut zéro. Donc là, la ligne est droite. Mais par contre, si vous actualisez donc à 1, 4 et 15%, qui sont les lignes rouges, orange et vertes, vous avez les courbes. Ça, c'est 100, c'est exactement le calcul proposé tout à l'heure, c'est 100 actualisé à ces différents taux de 0 à 100 ans. Vous voyez, là, tout d'un coup, la longue vue, si vous actualisez à 15%, ce qui n'est pas du tout un taux aberrant sur les marchés, hein, c'est une exigence de rentabilité tout à fait banale. Si vous actualisez à 15%, vous voyez, à 50 ans, ça vaut 0. Hein. Donc, en fait, le marché est aveugle avec ce mécanisme. C'est pas... Parce que quelque chose qui vaut 0, ça n'intéresse pas le marché. Donc, à 50 ans, à 15%, 100, ça vaut à peu près 0. Voilà. Donc, et donc, ce n'est pas du tout une découverte. Donc, c'est très défavorable aux investissements verts, parce que les investissements, c'est beaucoup de CAPEX. C'est des CAPEX élevés et moins d'OPEX plus tard. Et donc, c'est un profil temporel qui est défavorisé par ce que vous avez appelé le décompte. J'aime beaucoup, j'avais oublié qu'on disait discounted en anglais, c'est très juste. Décompter, c'est dévaloriser en fait. On enlève de la valeur en fait. Plus c'est loin, plus on enlève de la valeur, jusqu'à trouver 0 finalement. Hein. Vous qui êtes jeune, vous voyez votre futur, ça vaut 0. Hein. Pour un financier, ça vaut 0. Et donc, ce n'est pas du tout une découverte du 21e siècle. J'ai mis Colin Clark, un mathématicien qui avait publié un papier en 1973, et qui a eu beaucoup de choses écrites sur les pêcheries, les fisheries, et qui avait montré que quand on prend des flux comme ça de trésorerie avec l'actualisation, on arrivait à un résultat où c'était beaucoup plus intéressant d'exterminer toutes les baleines. Hein. Si le taux de reproduction des baleines est inférieur au taux d'intérêt, alors c'est plus intéressant d'exterminer les baleines et de mettre après l'argent en banque, en gros. Je simplifie. Mais donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, les limites de ce genre d'approche. Le problème, c'est qu'on continue aujourd'hui. Encore une fois, les marchés font ce qu'ils font. Et là, donc, j'ai mis, là, on était plutôt sur une logique micro avec le pricing d'un produit, hein, où finalement les cash flows, ok, la somme va à l'infini, mais en fait, les derniers termes, enfin, à partir de... D'ailleurs, concrètement, les gens, vous allez vers votre banquier, il ne va pas vous demander votre business plan en 50 ans. Hein, ça n'existe pas dans la vraie vie. Hein. 5 ans, déjà, c'est le bout du monde. 10, peut-être. Et là, vous voyez, au niveau macro, le problème, c'est que c'est la même chose. Quand les gens vous disent oui, donc à ceux qui me disent oui, Julien, mais dans les cash flows, il y a bien les risques. Oui, mais le problème, c'est que les risques lointains, ils ne les voient pas. Et d'un point de vue plus macro, quand on parle de ces fameux scénarios où, pour reprendre les mots de Mark Carney, l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui avait parlé de risques physiques et de risques de transition. Donc les risques physiques, c'est ceux que vous subissez si vous ne faites rien. Les risques de transition, c'est les risques que vous faites subir à l'appareil socio-technique quand vous transitionnez. Hein. Vous mettez à la benne, par exemple, des centrales thermiques à charbon qui sont parfaitement rentables, opérationnelles. Il faut les fermer. Et donc ça, il y a des risques de transition et des risques physiques. Et en fait, les gens, quand ils vous en parlent de manière un petit peu comme une liste de courses, et en oubliant complètement, c'est comme en maths, il faut toujours exagérer pour comprendre, ces risques sont antagonistes. Hein. Dans un monde idéal, si je transitionne comme un malade, je n'ai pas de risque physique, puisque j'ai transitionné. Okay ?
Inversement, si je fais strictement rien, business as usual, un peu comme on fait aujourd'hui, eh ben, les risques physiques, ils sont énormissimes en fait. Donc ça vous explique pourquoi en fait cette gestion par le risque financier aujourd'hui, elle est complètement biaisée et rassuriste, parce qu'il ne vous a pas échappé que les risques de transition, c'est tout de suite. Hein. Si je provoque le passage de l'automobile du moteur thermique au moteur électrique, bah, il faut fermer des usines, il y a des gens qui perdent leur emploi, il y a des coûts tout de suite, ça coûte très cher. Hein. Et par contre, la pastille rouge, les risques physiques, bon, ça commence. Hein. Il y a des furets qui brûlent, il y a des grosses inondations. On a à peu près ruiné le Pakistan l'année dernière. Yann qui a ravagé la Floride, ça vaut 50-60 milliards de dollars. C'est pas rien. Mais je veux dire, c'est rien à côté de ce que ce sera. Hein. Mais c'est lointain. Donc vous vous rappelez, avec le facteur d'actualisation, bah, si je vous demande aujourd'hui, si vous préférez payer 5 milliards aujourd'hui ou dans 50 ans, ça vaut 120 millions, bah, vous préférez payer 120 millions en fait, actuellement. Okay. Donc ces scénarios-là, il faut comprendre qu'en plus, quand je mets sans transition, c'est des trucs qui sont donnés par la CPR, qui est le régulateur des banques en France. Alors peut-être ça date un peu, mais sans transition, transition retardée, transition ordonnée, transition rapide. Là, vous voyez, il y a 4 trajectoires. On peut en faire 25 000. C'est des trucs complètement hors sol. Ça correspond à peu près à rien, à part des chutes d'actifs. Vous voyez cette formule-là que les financiers regardent. Vous imaginez bien que déjà, on n'est pas capable de prévoir les flux financiers des entreprises. Ils ne vont pas probabiliser ça avec des scénarios. Ça ne marche pas. Ça ne se passe pas comme ça dans la vie. Hein. C'est complètement théorique, en fait. On parlait de prospective. Mais la prospective, c'est d'éclairer le futur, mais pour choisir, pour être dans l'action. Ce n'est pas après pour faire des calculs et dire oui, ma banque va résister si, etc. etc. By the way, aujourd'hui, le même Mark Carney dont je parlais plus tôt, l'ancien gouverneur d'Angleterre, il considère, lui, qu'on est plutôt dans une logique de transition finalement désordonnée, chaotique, vu la manière dont on s'y prend. Et je rajouterais, parce que je pense que c'est assez important, parce qu'il a parlé donc de risques physiques, de risques de transition et de risques juridiques. Mais il ne faut pas oublier que dans les risques physiques, c'est une vue de l'esprit. Hein. Ce n'est pas que des risques physiques, c'est des risques de perturbation massive. Vous imaginez bien que si jamais le climat s'emballe au-delà de 2 degrés, vous avez vu ce qui s'est passé avec le Covid, la rupture des chaînes de valeur, etc. Enfin bon, pensez que c'est juste des risques physiques avec des actifs qui sont détruits, c'est vraiment une vue de l'esprit. Donc dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, je vous ai mis le cours, c'est ConocoPhillips, c'est une super major américaine, une petite, hein, c'est pas dans le top 5, ça doit être la 7e. Mais je l'ai citée parce que c'est elle qui a profité des petites affaires de Joe Biden, qui a annoncé cette semaine. Vous voyez, dans la vraie vie, ça, les gens nous parlent d'actifs échoués. Hein. En fait, vous regardez, toutes les valorisations du secteur pétrolier explosent. Donc, ce n'est pas a priori le profil d'une valeur échouée. Une valeur échouée, c'est une valeur qui ne vaut rien. Il faut faire un write-off, ça vaut 0. Là, toutes ces boîtes n'ont jamais été aussi bien valorisées par les marchés financiers. Et donc, je vous mets Joe Biden. 2020, le candidat Biden nous dit plus de forage pétrolier sur les terres fédérales, ... C'est un désastre de faire cela dans l'Arctique, un grand désastre. Et donc, cette semaine, il a annoncé que donc ConocoPhillips pourrait forer dans l'Alaska, etc., etc. Et donc ça, c'est en contravention totale avec les recommandations du GIEC, évidemment, et même de l'Agence internationale de l'énergie, qui dit « No new oil and gas fields for development ». Donc c'est une catastrophe. Donc pour vous dire à quel point le futur n'existe pas, on continue à faire des forages nouveaux dans des zones où il n'y en avait pas. Alors là, c'est l'Alaska, mais c'est vrai en Arctique. Papouyané va traverser l'Ouganda et la Tanzanie avec ICOP, etc., etc. Alors le deuxième truc qui est très attaché à cette mythologie qui est servie aujourd'hui sur les marchés financiers, c'est celui de l'information. Hein, on nous dit, vous entendez parler de reporting, de TCFD, donc de l'information. Comme si on n'avait pas compris qu'en brûlant du pétrole, on augmentait les gaz à effet de serre. Mais on n'est pas à la virgule près. Hein.
Donc, il y a un truc qui est vraiment oublié, et pourtant, là, pour le coup, Marc Carnet l'avait très bien exposé dès le départ, c'est qu'en fait, dans ce propos, il y avait bien de l'information, parce que ça, c'est le truc traditionnel dans le marché. Plus on a d'informations, plus on est content, on est d'accord. Donc les investisseurs sont toujours ravis, ils vont toujours demander, c'est pour ça que ça fonctionne. En plus, c'est un vrai business. Hein. Le patron de la TCFD, c'est ou c'était, je crois que c'est encore Mike Bloomberg, vous imaginez le conflit d'intérêts. Il vend de la data, hein, c'est son job. Donc jusque-là, tout va bien, tout le monde comprend. Mais donc, ce qui était intéressant dans ce que disait Carnet, c'était que ce n'était pas de l'information pour l'information, parce que l'information sur le business as usual, bon, d'accord, c'était la conjonction de l'information et des politiques gouvernementales et des avancées technologiques visant la transition, hein, qu'elle soit crédible. C'était de l'information sur la transition, parce que l'information sur un monde qui ne change pas, pour reprendre le slogan de la BNP, ce n'est pas très intéressant pour faire des choix. Et donc cette deuxième partie, elle a été un peu oubliée, en fait. Et aujourd'hui, on ne parle que d'information. Hein, ça plaît beaucoup, et puis ça fait gagner de l'argent. Donc, encore une fois, l'information mesurée pour comprendre. J'ai pris, je crois que c'est le slogan de la BNP, de l'INSEE, j'aime beaucoup. Oui, mesurer pour comprendre, certainement, mais mesurer, ça n'est pas agir. Hein, et je montre parfois aux étudiants tout un tas de trucs qu'on mesure et qui ne bougent pas ou qui se barrent dans le mauvais sens. Hein, ce n'est pas parce que vous mesurez quelque chose que vous agissez sur-dessus. Voilà. Et donc, l'information la plus utile, il ne faut pas se le cacher, c'est le projet. Hein, encore une fois, c'est pas, on ne va pas tirer à la roulette lequel des 25 scénarios sera réalisé. Vous avez peut-être dû passer toutes ces études de scénarios de RTE ou de mégawatts. Enfin, il y en a en veux-tu, en voilà. Et ça parle que de l'énergie. Donc, ce que veulent les marchés, et là, je vous donne Patrick Martin, ce sera peut-être le prochain patron du MEDEF, donc pas un ultra-gauchiste, hein, pas un mélanchoniste avéré. Et il disait, en réponse à une université du Chypre à laquelle il participait, je confirme, les entreprises ne pourront pas anticiper et accompagner, notamment socialement, la transition si une feuille de route n'est pas coélaborée puis déclinée dans la durée et la stabilité. L'imprévisibilité est un facteur totalement anxiogène et démotivant. Mais ça, on le sait tous depuis longtemps. Les entreprises, elles veulent de la visibilité, d'accord ? Donc, elles ne veulent pas des scénarios. On n'a rien à foutre des scénarios. Elles veulent un cadre de transition. Et les financiers, c'est pareil. Et donc, c'est ça qui limitera la volatilité et le risque, c'est d'ouvrir un chemin. La prospective, c'est cheminer, c'est choisir. Et donc, je vous ai mis à droite pour vous montrer la grande incompétence des marchés financiers. Enfin, moi, j'ai travaillé 25 ans, donc je le dis avec beaucoup de modestie. Mais je pourrais vous montrer, ce serait très, très drôle à faire comme étude, hein, qui avait, pourtant, pour certains, que ça crevait un peu les yeux. Qui avait prédit la guerre en Ukraine? Je vous ai mis le petit drapeau en haut à gauche. Qui avait prédit le Covid? Pourtant, je pourrais vous montrer toutes les études, pas que de Bill Gates, mais des spécialistes qui ont dit la pandémie, c'est inévitable. On ne sait juste pas quand, on ne sait pas quel virus, mais là, ce n'est pas un événement improbable. C'est presque un événement qui a été considéré comme certain. Degré de préparation, 0. D'accord? Donc, et là, aujourd'hui, je vous ai mis juste ce petit truc où on voit Breton parler de l'automobile. Les Allemands, finalement, ont refusé de signer un papier qui devait être une formalité, parce que tout d'un coup, il y a des levées de boucliers sur la fin du moteur thermique dans l'automobile. Vous imaginez le truc? C'est exactement l'inverse de ce que Patrick Martin nous explique. Hein. Il veut une direction, un cadre. On ne veut pas osciller entre on fait pas, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Donc, la réponse, c'est le projet politique. Hein. Ce n'est pas les financiers, ce n'est pas les outils financiers, ce n'est pas les calculs. C'est une réponse politique, c'est un problème politique, la transition écologique, et ce qui compte, c'est le projet politique. Voilà. Donc, ma conclusion, peut-être j'ai dépassé, Léa, ma conclusion, c'est garder à l'esprit que cette approche quand même très néolibérale, centrée sur la gestion des risques financiers, que ce soit au niveau micro ou macro, et sur l'information, elle donne l'impression, hein, puisque les choses sont mesurées, mesurables, que d'une certaine manière, on a une maîtrise de la situation, mais c'est complètement faux. Hein. Là, en plus, on est sur un phénomène qu'on qualifie volontiers on est dans l'incertitude radicale, hein, au-delà de 2 degrés. D'ailleurs, le GIEC a fait un rapport spécial pour parler du monde à 1,5 degré. Il se refuse même à dire des choses au-delà de 2 degrés. Voilà, vous avez des seuils, vous avez un niveau, c'est ce qu'on appelle l'incertitude radicale. Donc, avec les résultats brillants qu'on engrange sur la géopolitique, la santé et la réindustrialisation de l'Europe ou de la France, vous imaginez bien que
on ne va pas être capable de décrire très très précisément ce qui se passerait dans le monde à 3,5 degrés. Donc, il faut savoir que voilà, la finance, elle est plutôt paralysée. La finance des asset managers. BlackRock, ils ont mis 160 milliards de dollars dans les sociétés énergétiques américaines. D'accord ? Donc, ils ont, à l'opposé du discours, voilà, ils vont là où ça rapporte. Aujourd'hui, vous avez vu la courbe de ConocoPhillips. Ça paye d'être dans le pétrole, ils sont dans le pétrole. C'est ce qu'on appelle la responsabilité fiduciaire. Ils font ça pour leurs clients. Ce n'est pas leur argent, c'est une société de service, BlackRock. Okay ? 1 minute. Et donc, tout ce qui se dit, tout ce que je voulais vous dire, vous faire passer comme message, c'est que donc, tout ce qui a été mis en place, c'est du discours, en fait. Hein. L'obligation verte, elle ne fait rien, c'est une obligation normale. C'est ex post, vous dites que le projet est vert, donc ça ne rapporte pas. Si je suis directeur financier, je n'ai pas économisé un point de base. Ce n'est pas un outil de financement vert, c'est faux. L'ESG, c'est les risques, c'est toujours les risques sur finalement l'entreprise, les risques financiers de l'entreprise. Coca-Cola et AAA, ok ? Coca-Cola, sérieusement ? Vous imaginez, c'est le plus gros pollueur de la planète en termes de plastique, ok ? Ça vaut un 3A. Ça vend des boissons sucrées dégueulasses. Ça participe comment à l'épidémie de diabète de type 2 dans le monde, ok ? Et 3, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher ? J'ai oublié. L'eau. Ça consomme un truc de... C'est dingue, d'accord ? Mais vous lisez des trucs, Coca-Cola, c'est water neutral. Là, le problème, c'est que Coca-Cola ne manque pas d'eau, ok ? Tant qu'ils ont l'eau qu'il faut pour leurs produits, il n'y a pas de souci. L'ESG, ça n'a rien à voir avec la double matérialité. Ça regarde les risques et les opportunités du monde extérieur, c'est de l'outside in et non pas de l'inside out. Ça ne parle pas d'impact de l'économie et des entreprises sur le monde extérieur. Donc, ne soyez pas trompés par tout ce que vous entendez sur l'ESG investing, la finance verte, etc. C'est un véritable décor, d'accord ? Et les financiers le savent, évidemment. Voilà. Mais ils estiment qu'ils ne peuvent pas faire autre chose parce qu'ils sont soumis à la... Donc, je finis en bouclant sur la question de Léa. Ils sont soumis à la responsabilité fiduciaire qui est une maximisation du risque ajusté du rendement. Voilà. Merci. Alors moi, j'ai qu'un seul bouton à gauche. Donc du coup, alors je vais changer un petit peu mon programme. Je vais passer les slides, mais si je peux me permettre d'utiliser une des slides que tu as présentées, Julien, parce qu'elle parle de l'exercice ACPR, et comme j'y ai contribué, je voudrais juste placer un peu le contexte dans lequel ces scénarios ont été utilisés. Puis après, je reviendrai à mes slides. Donc je vais essayer de revenir. Donc là, bien sûr, je dois préciser que je suis Thomas Allen. Je parle ici en mon nom propre. Je ne représente pas la Banque de France ou le secrétariat du NJFS. Ce que je dis n'engage que moi-même. J'appartiens donc à une banque centrale, donc aux banques bancaires, mais pas à une banque commerciale. J'espère que vous voyez bien les différences entre une banque centrale et une banque commerciale. Alors, la slide sur laquelle je voudrais revenir rapidement, si tu me le permets, Julien, c'est cette slide où on présente les scénarios qui ont été utilisés par l'ACPR dans le cadre de son exercice pilote. Alors j'aimerais me rappeler un tout petit peu ce que fait l'ACPR, le superviseur français. Donc comme vous le savez, les banques centrales ont un mandat de politique monétaire, elles ont aussi un mandat de stabilité financière et le superviseur doit s'assurer de la robustesse financière des banques et assurances pour l'ACPR en l'occurrence. Donc, au niveau européen, essentiellement, en particulier pour les banques qui sont d'une grosse importance systémique, on va dire, ça se gère au niveau européen, mais la CPR participe à cet exercice, et les superviseurs, donc, en quelque sorte, ont pour mandat de s'assurer que chaque institution financière, banque ou assurance, ait les capacités de faire face à des chocs qui arriveraient. Donc, tous les ans, sur différents scénarios, les superviseurs au niveau européen mènent ce qu'on appelle l'exercice de stress test bancaire, ou sur les assurances. On va, de manière hypothétique, soumettre des institutions financières qui vont participer à cet exercice à un choc. Et ces exercices-là sont menés tous les ans à des intervalles qui sont posés de manière régulière pour assurer la solidité de chaque institution, de manière micro, et puis après de manière systémique pour l'ensemble du système financier. Et donc, ce qu'a conduit la CPR entre 2020 et 2022, c'était donc le premier exercice de stress test climatique. C'est-à-dire que pour la première fois, le scénario auquel les banques et assurances allaient être soumis
n'allait pas être un scénario... le scénario change tout le temps, mais il n'allait pas être un scénario habituel, financier, d'un choc. Il a été un scénario spécifiquement lié à un risque financier dû au changement climatique ou au changement climatique dans sa réalité physique, donc des impacts physiques du changement climatique, l'augmentation des températures, est-ce que ça implique en termes sur la productivité, sur les maladies, donc, sur un certain nombre de variables, sur les rendements agricoles et ainsi de suite, mais également ce que veut dire le changement climatique en termes de transition vers les objectifs climatiques, qui n'est pas une remise en cause du bien fondé de la transition, mais se dire que cette transition peut, dans certains cas de figure, peut-être se passer mal. Et nous, en tant qu'institution financière, enfin en tant que banque centrale et superviseur, si la transition se passe mal, comme nous avons un mandat de stabilité financière, le mandat également de nous assurer que les banques et assurances sont robustes, nous allons hypothétiquement soumettre ces banques et assurances à un choc hypothétiquement adverse de transition où la transition se passe mal. C'est pas ce qu'on souhaite. Et au contraire, ce qu'on souhaite, une transition ordonnée, ce n'est pas ce qu'on juge, c'est notre scénario de référence où on va juger la manière dont une banque ou assurance va réagir si la transition se passe mal. Ou s'il n'y a pas de transition, pire encore. S'il n'y a pas de transition, et comme l'a dit effectivement, et ça c'est tout à fait la position du NJFS et de toutes les banques centrales du NJFS, qu'il y a effectivement un antagonisme entre d'un côté les risques de transition et les risques physiques. Mais la transition n'est pas nécessairement source de risque, en tout cas c'est comme ça qu'on pourrait le présenter, c'est une transition désordonnée, une transition qui ne serait pas bien pensée, où les acteurs ne seraient pas préparés, qui, elle, serait en particulier source de risque. Mais, donc je ne suis pas en contradiction du tout. D'ailleurs, tout ce que je vais dire dans la suite n'est pas forcément en contradiction avec ce que vous avez dit jusqu'à présent, de temps en temps peut-être un tout petit peu, mais pas forcément tout le temps, mais la perspective peut être un peu différente. Donc, en tout cas, là, je suis complètement d'accord à dire qu'il y a un antagonisme entre risque de transition et risque physique, où vous avez peut-être des risques de transition si la transition se passe mal, mais si vous ne faites pas de transition, vous êtes certain d'avoir des risques physiques. Ça, par contre, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais on sait qu'il y aura une combinaison de risques physiques et de transition. Alors, maintenant que j'ai juste clarifié un peu la perspective de ces scénarios, j'aimerais revenir à ma présentation. Je ne sais pas comment je fais. Je me déplace dans l'espace. Ok. Donc, ce que je vais faire rapidement, c'est vous présenter, alors très rapidement, Léa, vous me dites quand je suis à 5 minutes, on est bon. Donc, je vais rapidement vous présenter d'abord une initiative qui a été portée par plusieurs banques centrales, qui est née il y a à peu près 5 ans, qui s'appelle donc le NGFS, en anglais The Network for Greening the Financial System, donc le verdissement du système financier. Je pense que c'est un mot que Julien aime beaucoup. Et donc, j'ai parlé de cette initiative portée par des banques centrales. Et ensuite, je vais vous parler plus spécifiquement, en partie, d'une activité qui s'est réalisée dans le cadre de ce réseau, qui est donc la définition de ces scénarios climatiques. Et pour répondre aussi à la commande qui m'a été donnée, je vais parler un peu de la manière dont on a construit ces scénarios. Je ne vais pas beaucoup parler du taux d'actualisation et j'expliquerai pourquoi, mais quand même comprendre comment ces scénarios sont construits est très important parce qu'effectivement il y a un jeu d'hypothèses très important, fort derrière, avec des implications sur les résultats très conséquents. Donc il y a besoin de transparence et j'expliquerai aussi comment en pratique, avec qui on a travaillé en pratique pour développer ces scénarios. Alors, d'abord le NGFS, donc ce réseau de banques centrales et superviseurs, donc banque centrale, pas de banque commerciale, banque centrale. Est né donc il y a 5 ans, il a été porté à l'origine par juste 8 banques centrales. Il a été porté volontairement par ces banques centrales en dehors des organes habituels parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais dans le monde des banques centrales et des superviseurs, il y a différents forums qui existent où on se rencontre, il y a des standard-setters, donc il y a des organisations internationales qui ont pour mandat justement de poser des normes, de poser des standards auxquels ensuite les institutions financières doivent respecter. Et dans le cadre de ces institutions, pour différents enjeux politiques, eh bien, il n'y avait pas d'espace véritablement pour pouvoir travailler sur les sujets climatiques et environnementaux. Et donc un petit nombre de ces banques centrales, les superviseurs, se sont dit qu'il leur fallait un espace pour pouvoir discuter et essayer de partager des visions et des pratiques sur la manière d'aborder, d'explorer les questions, l'implication du changement climatique et d'autres enjeux environnementaux sur leur mandat et sur leurs activités. Donc elles ont dû créer un forum à l'extérieur de ces forums existants
La situation est un peu différente maintenant, hein, où les forums existants ont déjà pris beaucoup plus le sujet à bras-le-corps. Mais le NGFS continue d'exister parce qu'en l'espace de 5 ans, il a connu une croissance qui était un peu inattendue. Il est passé donc de 8 membres fondateurs à aujourd'hui 121 membres et 19 observateurs. Donc, les observateurs sont généralement des institutions qui sont importantes dans notre écosystème, mais qui ne sont pas des banques centrales, par exemple le FMI, la Banque mondiale, ce genre d'institutions. Alors, le NGFS donc, est aujourd'hui un gros groupe de banques centrales. Nous ne sommes pas standard setter, donc c'est-à-dire que nous ne formulons pas des normes qui ensuite pourraient s'imposer. Ce n'est pas notre mandat. Nous sommes ce que nous appelons une coalition of the willing, donc des gens, enfin des banques centrales et superviseurs qui ont manifesté à un moment un intérêt à explorer le sujet. Il y a une diversité de vues. Il y en a des plus ou moins engagés, hein, mais il y a au moins un minimum un intérêt à explorer le sujet, de ce que ça veut dire sur leurs activités. Aujourd'hui, on couvre on couvre les grandes économies, enfin les juridictions qu'on couvre, donc on peut avoir des banques centrales et des superviseurs, couvrent toutes les banques principales, la plupart des groupes d'assurance, les grosses économies, donc un paquet des émissions, si je regarde juste les émissions de gaz à effet de serre produites chaque année, nous sommes des banques centrales d'un paquet de ces économies. Alors, le point d'entrée, et c'est ce qui est dit là, alors nous avons formulé en 2019 un certain nombre de recommandations à l'égard de nos membres. On était encore à l'époque une cinquantaine, soixantaine, aujourd'hui on est beaucoup plus. Et puis un certain nombre de recommandations aussi à l'égard des policy makers, des décideurs politiques, parce que comme l'a dit, et là je rejoins Julien, sur le fait que le risque ne peut se matérialiser que si à un moment des gens, des acteurs économiques croient à la réalité de ces risques-là. Et il ne peut croire aussi à la réalité de ces risques-là, notamment au risque de transition, si derrière il y a des transformations dans la réglementation des activités économiques. Donc il y a aussi quelques recommandations, qui sont prises ou non, qui ont été faites à l'égard des décideurs publics, puisque une partie de la manière dont la transition doit se porter, enfin la transition doit être portée par les gouvernements, et c'est la manière dont les gouvernements vont porter la transition qui va être ou pas source de risque financier. Donc il y a des recommandations que nous faisons aussi à l'égard des décideurs politiques pour qu'ils opérationnalisent la transition, qu'ils l'achèvent, qu'ils l'accomplissent en transparence pour également préparer les acteurs à bien comprendre ce qui va se passer. Donc il y a un certain nombre de recommandations qui ont été faites à l'égard des décideurs politiques, mais principalement les recommandations sont faites à l'égard des banques centrales. Et la première recommandation est d'inviter tous les banques centrales et banquiers centraux et superviseurs à intégrer dans leur mécanisme de gestion des risques la dimension climatique et environnementale. Et c'est dans le cadre de la tentative de respecter cette recommandation que la CPR et la Banque de France ont conduit l'exercice pilote climatique entre 2020 et 2022. L'objectif de cet exercice, dont vous avez vu les scénarios, était pas in fine prudentiel, c'est-à-dire que normalement quand on fait un stress test à une banque ou une assurance, ensuite, si elle ne passe pas le test, eh bien on va revoir un certain nombre de ses obligations, notamment en fonds propres, par rapport à ses engagements, pour assurer que les risques de marché ou les risques qu'elle pourra faire face à ces risques de crédit ou de marché. Donc normalement il y a des obligations prudentielles qui s'imposent. Là, dans le cas de cet exercice pilote, c'est un exercice pilote. L'objectif n'était pas derrière, si les banques et assurances échouaient à passer le cap, n'était pas derrière de les obliger à revoir leur ratio en fonds propres, par exemple, mais était de les alerter sur le fait que nos économies ont pris des engagements forts de transitionner vers la neutralité carbone à 2050, que ça implique une transformation structurelle de nos économies profondes, et que à l'aune de ces transformations peuvent bien se passer ou mal se passer, mais elles sont tellement structurelles et d'une ampleur telle que les banques et assurances doivent aujourd'hui prendre en compte ces transformations qui vont se passer sur les 10 prochaines années. Le GIEC nous dit que nous avons une fenêtre de 5 à 10 ans si nous voulons continuer à avoir une possibilité de respecter les accords de Paris. Que donc dans les 5 à 10 ans, il va y avoir dans nos économies et dans nos sociétés des changements majeurs, et est-ce que les banques et assurances ont bien pris compte de ce que cela peut vouloir dire sur leurs activités, sur leur business model, sur leur manière de comprendre les risques. Mais évidemment, si personne n'y croit à la transition, il ne se passe rien. Si personne ne croit qu'un jour, Coca-Cola va être regardé de plus près parce que pour sa consommation d'eau, par exemple, c'était un des enjeux qui avait été mentionné, ou sa consommation de plastique, si personne n'y croit,
Effectivement, si les acteurs financiers, les investisseurs économiques n'y croient pas, ne croient pas qu'in fine, il va se passer quelque chose, effectivement, les risques ne se matérialisent pas. Mais si vous pensez qu'on va respecter les accords de Paris, qu'on doit respecter les accords de Paris, il va se passer quelque chose du point de vue de la transition, et ça aura des implications économiques et financières. Si vous pensez qu'il ne se passe rien, et qu'il ne se passe rien, effectivement, à court terme, le secteur financier ne sera pas impacté, mais par contre, nous le savons, le GIEC est très clair là-dessus, il y aura des impacts physiques du changement climatique qui se matérialiseront, elles, par des impacts sur nos économies, à un horizon certes plus lointain, mais avec une probabilité, avec une certaine likelihood, avec une certaine probabilité forte de survenir. Ça le GIEC est très explicite sur ce qui nous attend si on ne transitionne pas. Et donc, des recommandations étaient faites de prendre en compte les risques pour les superviseurs et banquiers centraux dans leurs outils de surveillance. Et c'est à ce titre-là que les banques centrales et superviseurs s'intéressent à la question climatique. Alors, il y a une diversité de mandats au sein des membres du NGFS, il y a une diversité d'engagements, mais il y a un consensus, il y a une convergence sur le fait que chacun son job, en quelque sorte. La politique climatique est du ressort des gouvernements, elle n'est pas du ressort des banques centrales, mais ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas d'implication sur nous. Mais il y a un consensus au sein des membres du NGFS de aborder la question dans le cadre de notre mandat, ou de stabilité financière, ou aujourd'hui, de manière croissante, de politique monétaire. Donc également regarder l'implication que peuvent avoir la transition sur les prix de l'énergie, et on le voit avec la crise, même si elle n'est pas liée à la transition, de ce qui se passe en Ukraine, combien un choc sur les prix de l'énergie, sur le marché de l'énergie, peut avoir des implications et des répercussions en cascade sur les prix de manière générale. Alors, Léa, dites-moi combien de temps il me reste. Vous ne savez pas, je devrais. 5 minutes, parfait. Alors, je vais passer les 5 prochaines minutes à vous parler un peu plus maintenant des scénarios du NGFS. Alors, pourquoi est-ce qu'on travaille de manière prospective, quand même? Il faut quand même le rappeler. C'est parce que, comme je le disais juste avant, si on ne sait pas à quoi demain ressemblera, on sait déjà, avec quand même une certaine certitude, qu'il y aura une combinaison de risques physiques et de risques de transition. Je sais que Julien n'aime pas trop cette catégorisation en deux types de risques, mais il va se passer quelque chose quand même. D'un point de vue ou de l'autre, il va se passer quelque chose. Ça, si vous croyez à ce que dit le GIEC, et je pense qu'on peut y croire parce que c'est un consortium qui implique aujourd'hui une très large communauté scientifique, je pense qu'il n'y a plus d'ambiguïté aujourd'hui, j'espère, parmi vous sur la valeur des résultats des rapports publiés maintenant régulièrement par le GIEC, il va forcément se passer quelque chose. On ne sait pas quoi exactement, mais il va se passer quelque chose. Et ce qu'on sait aussi, et ça c'est très important, c'est que ce qui va se passer, on ne l'a jamais connu. C'est complètement nouveau, c'est complètement inédit. Et c'est ça aussi qui est un problème pour l'approche par la gestion des risques, qui a l'habitude de se concentrer sur le passé, et qui a l'habitude de regarder, c'est la différence entre la précaution et la prévention, mais qui a l'habitude... Mais là, ce qui va se passer, on ne sait pas du tout à quoi ça va ressembler. Donc il nous est difficile de regarder dans le passé pour pouvoir comprendre à quoi demain quelle sauce on va être mangé, à quoi demain va ressembler. Donc il nous faut véritablement penser le futur, presque comme dans un scénario de science-fiction, mais de s'autoriser à nouveau à avoir un peu d'imagination pour penser les différents futurs possibles. Alors je sais que Julien l'a dit explicitement qu'il n'aime pas l'idée qu'on ait des milliers de scénarios possibles, mais en fait le futur est fait de milliers de possibilités. Et nos décisions aujourd'hui vont déterminer les futurs possibles. Nos décisions sur les prochaines années vont déterminer les futurs possibles. Nous sommes aujourd'hui en train de construire le futur possible. Donc il nous faut prendre compte des différentes actions qui ont été prises, mais qui seront prises progressivement pour comprendre la transformation du futur. C'est parce qu'en fait, il y a tous ces futurs possibles qu'on va parler de scénarios. Les scénarios ne sont pas des prévisions. C'est ça là une grande différence. Les prévisions, c'est la grande différence que vous avez entre les scénarios climatiques et les prévisions météorologiques. Les prévisions météorologiques, ou les prévisions de manière générale sont des horizons plus courts. Elles sont vraiment basées sur un historique et une trajectoire. Les scénarios vont redéfinir de manière beaucoup plus large, à des horizons plus lointains, des transformations qui peuvent être beaucoup plus structurelles. Donc les scénarios, je le répète, ne sont pas des prévisions. Et donc c'est parce qu'il nous faut volontairement penser le futur, sans regarder, qui est complètement incertain,
peut-être radicalement incertain, mais qu'il nous faut quand même le penser, même s'il est radicalement incertain. Il est difficile d'aborder notre vie sans penser de quoi demain sera fait. Et que c'est donc dans ce cadre-là que se place le NJFS de manière plus générale. Alors, le NJFS est arrivé avec, pour essayer de comprendre comment penser le futur, comment développer des scénarios avec un cadre conceptuel assez simple qui va donc croiser ces risques physiques et ces risques de transition pour révéler justement le côté antagoniste de ces deux risques-là. Donc, soit tout se passe bien, vous transitionnez le plus tôt possible, de la manière le plus ordonnée possible, en appliquant le plus tôt possible les acteurs, en leur donnant l'information, en essayant de faire en sorte qu'il y ait une sorte de consensus qui se crée, avec une action politique proactive. Et donc peut-être que là, vous avez l'espoir d'une transition qui serait ordonnée, donc qui minimiserait les risques de transition. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas, mais vous allez minimiser les risques de transition, vous allez transitionner. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, de manière schématique, atteindre la neutralité carbone en 2050. C'est-à-dire que vous allez limiter les impacts environnementaux du changement climatique. Donc vous allez minimiser ce que nous appelons les risques physiques. Ça, c'est la simulation que nous souhaitons tous. C'est ce carré que vous avez en bas à gauche. Droite-gauche, en bas à gauche. Donc ça, c'est les scénarios souhaitables, en quelque sorte. Je ne sais pas si c'est les scénarios les plus probables, mais c'est les scénarios souhaitables. C'est ça la transition, et c'est celle que nous souhaitons avoir. Mais malheureusement, la transition peut mal se passer. Elle peut avoir été retardée jusqu'au dernier moment. On peut commencer véritablement à transitionner le plus tard possible, et puis finalement on se dit qu'il faut qu'on y aille, et on y va, et bien sûr quand on y va, comme on a perdu 10 ans, eh bien il faut être beaucoup plus brutal. Et donc là on a essayé de penser des scénarios où on transitionne, on atteint la neutralité carbone, donc on minimise les risques physiques, parce qu'on atteint la neutralité carbone, mais malheureusement on le fait mal. Et là par contre on peut penser à un paquet de scénarios où on le ferait mal. Bon, on en a sélectionné que 2, mais on pourrait penser à un paquet. Et c'est sur ces scénarios-là qui nous intéressent, nous, dans le cadre de notre perspective de stress test, où on va soumettre le système financier, les institutions financières à quelque chose qui se passe mal. Eh bien, on va essayer, hypothétiquement, on n'espère pas que ça arrive, hein, c'est hypothétique, que, en fait, on transitionne, ok, c'est bon du côté des risques physiques, mais malheureusement, on le fait mal. Et donc, du coup, il y a un certain nombre de chocs qui vont se matérialiser, macroéconomiques, sectoriels, sur différents acteurs de l'économie, et on veut voir comment les banques réagissent à ça, pour pouvoir nous assurer qu'elles sont capables de faire face à ça, comme on ferait face, comme on les expose à d'autres scénarios. Mais on peut aussi, et on doit aussi, et là c'est complètement nouveau, mais ce qu'on se passe à un autre horizon pour nous, on doit aussi regarder où il ne se passe rien, on ne transitionne pas, et peut-être qu'on est sur ce chemin-là, j'espère pas, mais alors là, ça veut dire que au bout de la chaîne, en particulier pour les assurances, mais comme pour les banques également, eh bien elles vont être exposées à à la matérialisation de risques physiques, qui peut être relativement lointain, ça dépend de ce que vous entendez par lointain, mais pas dans les premières années dans nos géographies, mais dans d'autres géographies, on voit déjà la matérialisation des risques physiques. À nouveau, le GIEC est extrêmement clair sur le fait qu'ils observent aujourd'hui la manifestation de phénomènes météorologiques démultipliés, avec des dommages démultipliés, en particulier dans certaines géographies. Or, nous, nos banques et assurances, même françaises, ont des expositions à l'international. Donc, nous sommes obligés de regarder aussi dans quelle mesure ce qui se passe déjà aujourd'hui sur le front des risques physiques est en train d'impacter banques et assurances, même en France, de par ces expositions internationales. Je fais une petite parenthèse sur l'actualisation, puisque j'y pense. C'est qu'effectivement, c'est un paramètre impossible, je vais revenir dans une seconde, un paramètre impossible à paramétrer, mais il a un petit avantage, on va en discuter, c'est que comme les financiers effectivement actualisent les flux futurs, ça peut être aussi un accélérateur de la prise de décision, voire un danger même dans l'emballement de la décision des acteurs financiers, dans le sens où, si demain ils perçoivent un risque, certes il aura lieu que demain, donc il y aura le temps de se préparer, mais comme eux, ils risquent de le prendre en compte en actualisant aujourd'hui la valeur d'un investissement, par exemple, et donc en prenant une décision actuelle, l'actualisation vise à permettre une décision actuelle, à un moment T, sur l'idée de flux donc générés de manière dans le futur, qu'on va actualiser pour rapporter à une valeur présente. Donc on tient compte du futur. Si demain un acteur financier ou un acteur économique réalise que se réveille un beau matin en se disant « Tiens, je n'ai plus le droit d'utiliser mes réserves en pétrole », ça veut dire que je n'ai plus aucun revenu demain, j'imaginais avoir des revenus demain issus, j'imaginais à 10 ans avoir des revenus issus de mes réserves en pétrole, je viens de réaliser que je n'aurai rien, eh bien je vais prendre immédiatement des actions. Ça va avoir des conséquences immédiates pour l'acteur économique et financier. Parce que je vais refaire complètement mon calcul. C'est ça la logique.
Donc, par cet à côté, l'actualisation, mais bon, je termine la parenthèse, excusez-moi, on pourra revenir dessus, mais est-ce que c'est ça qui est clair? Alors, du coup, je parlais de quoi? Je parlais des scénarios du NGFS. Donc voilà le cadre général, et vous voyez dans ce cadre général l'antagonisme dont parlait Julien. Il est là, explicitement. Vous voyez qu'il y a, qui sont peut-être les scénarios les plus probables, un carré qui n'est pas informé. C'est le carré où se matérialise simultanément risque physique et risque de transition. Il n'est pas informé dans nos exercices parce que, conceptuellement, du point de vue technique, il est très difficile. Parce que là, pour le coup, vous avez coûts et bénéfices. Il est justement très difficile de modéliser conjointement risque physique et risque de transition sans tomber dans des hypothèses et des limites qui sont extrêmement fortes. Donc le NGFS a volontairement décidé de se concentrer sur les scénarios où ça se passe bien, mais surtout les scénarios où ça se passe mal du côté des risques de transition, et où ça se passe mal du côté des risques physiques, mais pas à la confluence des deux, qui sont peut-être pourtant les plus probables, parce que techniquement, ça veut dire croiser les deux, croiser ses coûts et bénéfices, qu'il est justement difficile de mettre ensemble. Alors justement, ça m'amène à vous expliquer un tout petit peu comment, et puis je vais m'arrêter là-dessus, comment est-ce que dans le cadre du NGFS, on a conçu les scénarios. Donc bon, bref, il y en a 6. Vous pouvez regarder sur Internet les différents narratifs. Hein. L'idée, hein, vous l'avez compris, c'est on simule, on pense des scénarios volontairement hypothétiquement adverses, aussi bien sur l'un des fronts ou l'autre. Alors, comment est-ce qu'on a construit nos scénarios? Alors d'abord, c'est une question importante. Les banquiers centraux et les superviseurs ne sont pas des experts du climat. C'était le point de départ de notre manière de procéder. Nous avons une expertise dans le monde de la finance, en économie, mais même en économie du climat, on n'y connaît rien. Ce n'est pas notre domaine. Donc là, on s'est volontairement positionné comme, en quelque sorte, taker. On est preneur d'une expertise qui n'est pas la nôtre. Donc les scénarios du NGFS n'ont pas été construits par le NGFS, elles ont été construits par un consortium académique impliquant des acteurs du monde académique qui travaillaient depuis une vingtaine, trentaine, quarantaine d'années sur la formulation de scénarios climatiques. Mais alors évidemment, pas du tout dans une perspective pour les acteurs financiers. Nous avons travaillé de manière plus spécifique au début avec 3 groupes académiques reconnus qui sont 3 contributeurs essentiels du GIEC. Évidemment, le GIEC étant l'organisme des Nations Unies qui a eu le mandat de travailler à la formulation de scénarios climatiques, nous nous sommes naturellement rapprochés. Vous savez comment fonctionne le GIEC. Le GIEC n'est pas une institution. Hein, il va rassembler, faire une revue de littérature de manière très très large et impliquer un grand nombre de contributeurs. Donc ce que nous avons fait, nous nous sommes rapprochés des institutions... Une minute, c'est le GIEC qui est terminé. Nous nous sommes rapprochés d'institutions clés, contributeurs au GIEC, qui travaillent spécifiquement avec des modèles qu'ils hébergent à la formulation de scénarios qui sont repris dans les scénarios du GIEC. En l'occurrence, nous avons travaillé avec 3 institutions qui ont 3 modèles différents. Pourquoi 3 modèles différents? Parce que nous savons que quand nous prenons un modèle, eh bien, il embarque avec lui un certain nombre d'hypothèses. Donc il y a beaucoup d'incertitudes liées au changement climatique, mais aussi juste de l'incertitude dans l'exercice d'évaluation de ces scénarios, qui est une incertitude de modèle. Donc on a volontairement pris uniquement 3 modèles pour justement voir comment, face à des jeux d'hypothèses communes, ils réagissent différemment, pour essayer de capturer un tout petit peu l'incertitude de modèle. Ces 3 institutions, à la base, sont donc, je peux le donner, hein, l'information est complètement transparente, sont un institut qui est basé en Allemagne qui s'appelle le Potsdam Research Institute on Climate Change. Il y a IASA, qui est et une grosse université qui est basée aux États-Unis, à l'université de Maryland. Donc, des grosses institutions qui travaillent depuis une trentaine, quarantaine d'années sur la formulation de scénarios climatiques. Progressivement, ce consortium s'est élargi à d'autres acteurs parce qu'il a fallu ajouter un certain nombre de briques de modélisation pour pouvoir donner toutes les informations dont les banques centrales et superviseurs ont besoin. Donc, comme je le disais, ces institutions ont déjà travaillé sur les scénarios climatiques, mais jamais dans une perspective pour les acteurs financiers. Donc, ils ne généraient pas un certain nombre d'informations qui sont, nous, les informations que nous recherchons, notamment des informations macroéconomiques et macrofinancières qui ne sont pas généralement les informations que génèrent ces institutions. Donc, on a élargi progressivement notre consortium avec un certain nombre de modélisateurs qui étaient capables de travailler avec eux à compléter une suite de modèles qui nous permettaient de dériver par rapport à un jeu d'hypothèses et de narratifs partagés, ça défini au sein du NGFS, un certain nombre de variables économiques que nous allions ensuite donner à notre communauté de banques centrales et superviseurs pour qu'elles les utilisent dans le cadre de leurs exercices de stress test notamment. Alors, je réalise que j'ai été un peu rapide sur un sujet un peu complexe, mais ma minute est écoulée, et la discussion va commencer.
Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les trois. Avant de passer aux questions-réponses, je sais, Monsieur Allen, que vous devez partir dans 30 minutes. Je voulais d'abord, donc, avant de passer aux questions, dans 10 minutes, excusez-moi, avant de passer aux questions, si vous vouliez vous répondre à certaines de vos présentations, ou si on pouvait passer aux questions des invités. Alors moi, je me suis déjà permis de le faire dans ma présentation, donc je... On peut vous laisser du coup un petit temps de réponse, mais on va essayer d'être assez rapide, comme ça on posera, la salle pourra poser des questions aussi. Moi, je veux bien faire une question croisée, en fait. Julien, vous disiez, vers la fin de la présentation, vous parliez d'information, et du fait qu'on génère de plus en plus d'informations, etc., mais que ça ne sert pas à grand-chose, si je résume. Et Thomas, vous disiez vers la fin de la présentation que vous aviez des scénarios qui généraient aussi de plus en plus d'informations qu'ensuite les acteurs pouvaient utiliser. Alors, si je croise les deux, j'ai envie de prendre les lunettes de Julien et de dire à quoi sert finalement cette information qui est générée par les scénarios, qu'est-ce qu'elle produit comme action, aussi en comparant avec ce que vous avez dit sur l'actualisation, que je trouvais super intéressant. L'actualisation, elle a une manière en fait de ramener des informations futures directement dans le présent et d'être liée à une action immédiate, on va dire. Si on compare les scénarios avec ça, comment le scénario couple des images du futur avec de l'action dans le présent? Oui, donc sur le fait que l'actualisation ramène le futur dans le présent, c'est le jeu. Mais le problème, c'est ce que je disais, c'est que ça efface au-delà de 50, en fonction du taux, au-delà de 50 ans, il n'y a plus de futur qui est ramené. Il n'y a pas de contradiction entre ce qu'on dit, simplement. Donc c'est aveugle au futur lointain, en fait. Donc c'est quand même un petit problème. Donc c'est bien ça. La fonction, c'est bien de comparer une somme future et de la ramener au temps présent, sauf que ça vaut 0, je vous rappelle, en fonction du taux. Quand les taux sont élevés, ça écrabouille le futur. Bon. Donc ça fait le job, mais de manière complètement pourrie, quoi. Bon. Ça, c'est quand même important. Deuxièmement, moi, je n'ai pas dit que j'étais contre l'information. J'ai dit qu'on est dans un délire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre des décisions et de regarder les choses importantes, on va regarder le 4e chiffre après la virgule. Je veux dire, encore une fois, c'est pas... Bon, le réchauffement climatique, il est compris depuis plus d'un siècle, en réalité. Bon. Donc, et l'information, c'est une chose, mais ça ne fait pas tout. Hein. Quand, puisque j'avais donné cet exemple, je ne prêche pas pour l'automobile électrique, mais quand on a aujourd'hui l'industrie la seule qui bascule vraiment dans avant-après, hein, moteur thermique, voiture électrique, c'est vraiment un très très gros changement, très très lourd. On ne l'a pas fait en donnant de l'information. On l'a fait, on n'a pas demandé aux constructeurs de bien vouloir donner les gaz à l'échappement des véhicules. Hein, ils ont un peu triché d'ailleurs avec le Dieselgate. Non, on l'a fait en baissant drastiquement, hein, avec la réglementation, en baissant drastiquement les seuils tolérables d'émissions à l'échappement, qui au bout d'un moment, interdit totalement le moteur thermique. Donc, il ne faut pas que les gens se bercent d'illusions. Le changement ne vient pas de l'information. Hein. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Voilà. Ça, c'est la première chose. Il faut être vraiment très, très clair là-dessus. Après, là, l'information dont je parle, hein, les seuils d'émissions à l'échappement, c'est de l'information aujourd'hui. Ce n'est pas sur des scénarios, c'est pas du tout la même, l'information n'est pas du tout de même nature. L'information sur des scénarios, vous voyez un peu ce dont parlait Thomas, des modèles très complexes, faits par des experts, etc. Alors moi, je peux vous dire une chose, ce dont il a parlé là, son travail, ce n'est pas connu des gens qui travaillent dans la finance, hein, ni chez les asset managers, ni chez BlackRock, ni dans les banques, ni nulle part, ni probablement chez les assureurs. À part ces Là, je suis obligé de te corriger. Hein. Non, je suis obligé de te corriger, parce qu'aujourd'hui, les grands data providers nous demandent en permanence justement à utiliser les scénarios du NGFS. Je précise, à part ceux qui sont vos correspondants, c'est-à-dire qui répondent aux régulateurs en cochant les cases et en faisant ces calculs-là. Je parle des professionnels, c'est-à-dire la masse des gens qui font des opérations sur les marchés financiers tous les jours, n'ont aucune idée de ce dont on parle aujourd'hui. Aucune. En fait, ça veut dire que dans les institutions financières, ce sont les gestionnaires des risques qui sont directement concernés. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça la transition qui s'est passée il y a quelques années, c'est qu'aujourd'hui, on ne discute plus au sein des banques avec la mission RSE de la banque, mais on discute directement, enfin les personnes qui sont impliquées aujourd'hui, ce sont les gestionnaires des risques. Mais ici, ce n'est pas l'asset manager, c'est le département de gestion des risques qui aujourd'hui est en train de suivre nos exercices, parce qu'il a une obligation d'y répondre.
Alors qu'auparavant, quand on parlait finance verte, on allait voir le département Sustainability, la mission RSE d'une banque et assurance. Encore heureux que ce soit les gens qui sont responsables des risques dans les banques qui vous répondent, parce que sinon il y a un problème. Si c'est des gens qui font de la finance verte, qui répondent aux régulateurs, il y a un souci. Mais bon, moi je parle des gens qui travaillent et qui font des opérations de marché pour compte propre ou pour les clients. Ces gens-là n'ont aucune idée de ce dont on parle là. Il faut être clair. Si vous avez un doute, je vous encourage chacun à parler. Vous avez peut-être un ami banquier, hein, il n'y a pas de honte. Je vous encourage chacun à demander à votre ami banquier, hein, s'il a entendu parler, s'il est concerné. Ça dépend dans quel département il est. C'est la tension que vous avez toujours entre d'un côté... À part celui qui parle à Thomas, je veux dire. Hein. Vous allez le département de gestion des risques, c'est quand même important, un département de gestion des risques dans une institution bancaire. Okay. Enfin, c'est pas le business. Hein. Bon. La gestion des risques le rappelle régulièrement au business. C'est important la gestion des risques, mais c'est pas le business. C'est pas le business financier. Donc là-dessus, je voudrais être voilà. Donc moi, c'est pas après. J'ai l'air un peu dur sur le scénario, Thomas. C'est pas que je suis contre les scénarios. Mais je rappelle, je l'ai dit, je pense que c'est important de le dire aux étudiants, la prospective, les scénarios dans une logique de prospective, c'est un outil d'aide à la décision. D'accord ? C'est pas juste, tiens, voilà. Et ici, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Et d'ailleurs, Thomas nous dit, à la fin de la journée, il ne se passe rien, en fait. Il n'y a pas de conclusion opérationnelle. Les business sont les business. Moi, je peux vous dire, tous mes amis qui travaillent, alors qui en leverage finance, ils font aujourd'hui la même chose qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Rien n'a changé dans le fonctionnement réel des acteurs financiers. Okay, voilà. Donc ça, c'est important de le dire. Parce que vous avez parlé de croyance, Thomas, tu as parlé de croyance, mais... Pour moi, justement, c'est pas la croyance. Bon, il y a des gens qui pensent que ça joue un rôle important en finance, mais en réalité, non. La croyance, c'est pas une question de croyance. C'est les gens. Hein, il faut des preuves d'amour. Donc, si on transitionne pas, c'est pas pricé par les marchés. C'est pour ça que j'insistais dans ma dernière slide. Hein, c'est l'information, la conjonction de carnet, l'information et des politiques gouvernementales ou etc. crédibles. Parce que le marché price qu'on lui donne à pricer. Si on lui donne rien, les scénarios, c'est rien en fait. Hein, alors on peut en avoir 15, vous en avez combien? Voilà. Et tu ne m'as pas expliqué ce que c'était qu'un bon et un mauvais scénario non plus. Je n'ai pas compris la différence entre un bon et un mauvais scénario. Alors, déjà, sur ce point-là, je suis complètement d'accord. Hein, le risque peut ne pas se matérialiser si personne ne croit. S'il ne se passe rien du côté, notamment, de l'action publique, ou s'il ne se passe rien du côté de la décision des préférences des investisseurs, s'il ne se passe rien du côté technologique, il n'y a pas de matérialisation. Ouais. Ça, c'est clair. Alors, un bon et un mauvais scénario. Alors, il n'y a pas un bon et un mauvais scénario. Non, tu as parlé de transition ordonnée. Ordonnée, désordonnée, alors, ça, voilà. je voulais dire. Ouais. Alors, ça renvoie à plusieurs choses, mais l'idée est de dire que la transition en elle-même n'est pas source de risque financier. Ce n'est pas la transition en elle-même qui est source de risque financier. Vous ferez attention, vous comprendrez également les objectifs de communication derrière. L'idée est de dire que la transition peut mal se passer, elle a un coût, elle a toujours peut-être un coût, mais elle peut avoir un coût particulièrement important si elle est mal menée. C'est un peu l'idée du no free lunch, no such a thing as a free lunch. Et donc, il peut y avoir en particulier, et une infinité de possibilités, où la transition se réalise dans le sens où on atteint bien la neutralité carbone à 2050, mais malheureusement, elle se fait dans des conditions qui vont être les moins optimales, avec le plus d'impact économique négatif, enfin le plus d'impact négatif sur l'économie et la société. Mais pour être concret... Et donc de manière très concrète, ça veut dire quoi? C'est que par exemple, en termes de scénario... Qu'est-ce que vous donnez aux banques concrètement? Alors concrètement, nous alors, ok, banque, alors on va ne pas dire pratique, là ce qu'on a donné aux banques et assurances, on leur a donné un jeu de données, où on leur a dit... On leur a donné un jeu de données sur des informations macroéconomiques, macro-financières, sectorielles. Ça, c'est la nouveauté d'un exercice climatique par rapport à notre exercice habituel. C'est que cette fois-ci, les informations qu'on a données aux banques et assurances sont sectorielles, parce que la transition, c'est avant tout une transformation structurelle de l'économie. Or, c'est la première fois que les banques et assurances ont conduit un exercice de stress test sectoriel. Donc, en termes d'information, ça transforme un tout petit peu leur comportement. Ça, par exemple, les départements de gestion du risque ont dû impliquer leurs experts métiers pour comprendre comment, par exemple, le secteur automobile allait réagir aux chocs sectoriels qu'on donnait sur le secteur des transports. Donc c'est une nouveauté. Auparavant, dans la gestion des risques, les métiers n'étaient pas impliqués. Les métiers, j'entends, les métiers sectoriels n'étaient pas impliqués.
Mais bon, ça c'est une parenthèse. Donc qu'est-ce qu'on a donné de manière pratique pour répondre à ta question, Julien? On a donné un jeu de données, comme on le fait d'habitude, et on leur dit, donc là en l'occurrence, bon, il y a différentes manières de faire, mais c'est un exercice bottom-up, c'est-à-dire qu'on a demandé aux banques et assurances de faire tourner ces jeux de données sur leur modèle de stress test. Donc nous dire, nous, comment eux, leur bilan, réagissent à ces nouvelles informations hypothétiques. Comment elles réagissent à ces informations. Donc de manière concrète, et d'ailleurs vous pouvez le trouver, le jeu de données sur le site de la CPR. Alors c'est pas que des données, c'est aussi tout un échange, et on leur demande de nous faire des retours. Les banques et assurances reviennent vers nous en nous disant quels sont les résultats sur leurs différents portefeuilles, sur différents piliers de leurs activités, de la mise en place de ces scénarios. C'est un peu compliqué, mais certains d'entre vous êtes peut-être plus à l'aise. Il y a différentes manières de conduire un exercice de stress test, où on donne les scénarios aux banques et assurances, elles le tournent sur leur modèle propre, ou c'est nous qui les tournons sur nos modèles internes au sein de la banque centrale ou d'un superviseur. Donc de manière pratique, on leur donne des jeux de données, on leur demande de le faire tourner sur leur modèle. Et de tester en quelque sorte. C'est comme un crash test, quoi. Hein. Vous prenez une voiture, vous la projetez, vous avez acheté une Toyota, et elle a été projetée contre un mur, et ils ont calculé la probabilité que vous décidiez si vous crachez à cette vitesse-là contre ce mur-là. Bon, ça ne veut pas dire pour autant que si vous achetez cette voiture-là, vous avez cette probabilité de mourir. Hein. Voilà, c'est la même chose. Moi, j'avoue, j'ai un peu de mal avec cette logique-là, parce que c'est la logique qui vient, on sait d'où elle vient. Le stress test, c'est vous testez les bilans bancaires sur des chocs habituels, en fait. Elle vient de là, cette logique. Alors, malheureusement, on doit laisser partir Monsieur Allen, je crois. Non, mais sur le point, il y a des limites à l'exercice. Hein. C'est pas la panacée à tout. Hein. Ce que je voulais dire, c'est que le réchauffement climatique, c'est pas du tout un choc. Parce que tu as parlé de choc, simuler un choc. C'est pas le stress test classique que le régulateur fait aux banques, c'est on secoue une banque, il y a un gros choc, on regarde si elle s'effondre ou si elle tient debout, hein, si elle a des amortisseurs, on va dire. Mais le réchauffement climatique, c'est pas du tout ça, c'est un processus en fait. Donc ça va pas s'arrêter quand c'est enclenché, hein, ça s'arrêtera pas. Donc il s'agit pas de voir si la banque survit à un choc en fait. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup de mal avec d'une manière générale, j'ai vraiment beaucoup de mal avec cette approche. Je trouve pas, tu vois, par rapport à ça, par rapport à cette logique-là. Alors malheureusement, je vais y aller, mais c'est intéressant. On va continuer la discussion. Je vais lire ton bouquin et puis je te rappellerai. Je vous remercie à tous. Je suis désolé de partir comme un voleur, mais bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci. Alors peut-être qu'on peut se donner 5 minutes de plus pour, au cas où il y a prendre quelques questions de la salle. C'est bête, j'avais une question pour Thomas encore, mais bon. Je peux Non, mais juste parce que c'est la question que je voulais te poser avant que tu partes. Et je rebondis parce que ça dit la même chose, mais je vais être plus précis dans des termes que tu connais. Il y a une logique qu'on appelle, on parle de Bren, ces amortisseurs, ces coussins que les banques constituent pour parer à des urgences. Et donc l'idée, c'est de modifier ces ratios avec ce qu'on appelle un Brown Penalizing Factor. Donc ça, c'est vachement concret. Si vous êtes sincère, je n'ai aucun doute sur le fait, c'est ce qu'on disait, que le climat représente un risque d'investissement, un risque pour le secteur financier dans son ensemble, un risque pour la stabilité financière. Pourquoi vous ne faites pas le Brown Penalizing Factor dans ce cas-là? Alors, et pourquoi pas forcément? Je ne comprends pas. C'est ce que vous dites, hein. C'est renchérir, c'est exactement ça. Non, mais pourquoi vous ne le faites pas alors? Pourquoi vous ne faites pas le Brown? Je ne comprends pas pourquoi vous ne faites pas le Brown Penalizing Factor. Alors, justement, c'est la discussion que vous devriez avoir sur l'incertitude de modèle et de la manière de valoriser le risque. Tout ce que tu nous disais sur le fait qu'il n'y a pas, par exemple, de Grenium, eh bien, c'est l'impossibilité de mesurer ce risque, la difficulté à mesurer ce risque dans le cadre de notre mandat est problématique. Parce que nous, on est basé sur, de manière robuste sur la capacité à nous. Mais commencez modestement. On a commencé.
L'approche par scénario, alors il y a toutes ces incertitudes. Oui, mais ça, c'est rien de concret. Ce dont on parle, c'est quelque chose de concret. Oui, Commencez à pénaliser, puisque vous êtes convaincu que les actifs bruns qui polluent sont dangereux pour la stabilité financière, commencez par les... Ce qui se passe, c'est que justement, on avance alors qu'on n'a pas toute l'information et on ne peut pas l'avoir, dont on aurait besoin pour pouvoir justement poser toutes ces normes. Et donc, on avance progressivement. À quoi ça sert de faire une taxonomie si on ne fait pas ça? À quoi ça sert? Je vais manière vraiment d'y aller, Julien, je suis désolé. Mais bon, là, pardon Thomas. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, alors, on parle de l'urgence climatique. L'urgence pour Thomas Allen, c'était de prendre son train. Donc, on l'excuse pour son départ, mais on va essayer quand même de continuer la discussion. est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Là, je rebondis, la question qui était posée est une question très, très, très importante, c'est fondamental. À partir du moment où on dit que les actifs bruns, contrairement à ce que... Donc je vous ai montré, malheureusement, on continue à en créer, à en développer de nouveaux, alors qu'on ne devrait pas le faire. Là, je vous ai donné l'exemple du forage en Alaska. Et donc, ces actifs bruns industriels, ils sont financés par des banques. Et aujourd'hui, le vert, le brun, ça n'existe pas pour une banque. C'est juste, qu'on l'a dit, du risque et du rendement. Et bien donc, il y a eu ce débat. Alors évidemment, les banques, comme d'habitude, veulent se refaire la cerise. Et donc, on parlait de green supporting factor. Ils ont voulu une option gratuite, c'est-à-dire bénéficier d'une réduction de fonds propres si elles financent du vert. Bon, c'est une hérésie absolue, parce que les ratios dont on parle, c'est des règles prudentielles. C'est pour protéger le bilan des banques. Donc le vert, ça peut être risqué. Et donc l'idée d'avoir moins de fonds propres est une hérésie du point de vue prudentiel. Par contre, surtout si on a les convictions qui sont celles de Thomas Allen, que le brun, c'est pas bon, pour la santé des banques. Je parle pas de la planète ou de Sapiens, je parle du point de vue de la stabilité financière. Et donc l'idée qui est poussée par pas mal de personnes, c'est de créer au contraire un brown penalizing factor. Ça veut dire que la banque qui prête à des industries polluantes, qui finance justement les projets qu'on ne devrait pas... Elle est pénalisée en face. On peut le justifier du coup. Moi, je le justifie simplement parce que quand on en veut moins, quand on veut moins de quelque chose, on sait très bien que le prix, ça fonctionne. Quand vous montez le prix du tabac, le prix du paquet de cigarettes, les gens fument moins. L'élasticité, c'est autour de 1,4. C'est très connu. Vous montez le prix du paquet de cigarettes, les gens baissent leur consommation. D'accord ? Si vous si vous dégradez la rentabilité des investissements des banques dans le brun, vous en aurez moins. Et ça, eh bien, ils refusent de le faire. Donc on est sur des simulations, on est sur de la discussion de salon finalement, mais dans la réalité, rien ne change. C'est le problème. Pardon. Je suis désolée de vous couper, on va bientôt devoir laisser. Moi, j'ai une question pour vous, Madame Doganova. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce qu'implique la préférence pour le présent? Vous en parlez dans l'introduction de votre ouvrage. Qu'est-ce qui est sous-jacent à cette préférence? Est-ce que c'est expliqué? Pourquoi on dit qu'il y a une préférence sur les marchés financiers pour le présent? Est-ce que vous avez des raisons à donner? Alors, il y a plusieurs raisons qui sont invoquées pour justifier cette préférence pour le présent. Il y a celle que j'évoquais tout à l'heure, donc avec l'idée d'une logique financière. Pourquoi on préfère un euro aujourd'hui plutôt qu'un euro demain? C'est que cet euro qu'on a aujourd'hui, on pourrait le placer et donc il vaudra un peu plus. C'est la logique inverse en fait du taux d'intérêt. Il y a une deuxième raison qui tient à l'incertitude, comme je disais tout à l'heure. Quelque chose qui arrive plus tard dans le futur, c'est quelque chose qui est incertain. Et souvent, ce risque, alors justement, la finance et l'évaluation financière s'accommodent très bien du risque. Ce risque, il peut être intégré dans les calculs, tout simplement en augmentant les taux d'actualisation. Et c'est une question qui est assez intéressante lorsqu'on parle de qu'est-ce que ça veut dire de prendre le risque climatique, de lui donner une existence, comme disait Thomas tout à l'heure. Est-ce que ça va forcément détourner les acteurs financiers de type d'actifs, des actifs qui sont risqués?
Je ne suis pas sûre, parce que la finance accommode très très bien du risque. Si vous allez dans l'industrie pharmaceutique, par exemple, où il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de risques, avec des projets de développement à très long terme. Alors, ce n'est pas du tout du risque climatique, mais c'est du risque. On va vous parler souvent d'incertitudes assez radicales pour le développement de nouveaux médicaments. Est-ce que plus personne ne fait de la pharma aujourd'hui? Non, la réponse est non. En revanche, est-ce que les taux d'actualisation dans l'industrie pharmaceutique sont parmi les plus élevés? La réponse est oui. Donc, il y a cette espèce de traduction aussi d'un risque qu'on rend visible dans la formule, tout simplement en augmentant les taux d'actualisation pour permettre des rendements plus élevés. Donc moi, je serais curieuse de savoir ce qui va se passer parce que Julien, vous dites, pour l'instant, le risque, c'est un peu du discours, les risques climatiques, c'est un peu du discours, une façade, etc. Mais je suis curieuse de savoir ce qui va se passer lorsqu'il sera véritablement pris en compte par les entreprises et par les investisseurs. Je ne suis pas sûre que ça amènera forcément à un détournement des actifs gris, mais ça pourrait tout simplement conduire à des exigences plus élevées de rentabilité pour ce type de projets qui sont plus risqués, comme dans d'autres secteurs. Donc, je trouve que c'est assez intéressant. Le fait de visualiser un risque ne veut pas forcément dire qu'on va dévaloriser l'activité qui est concerné par ce risque, juste on va changer de méthode de valorisation. Donc ça, c'était la deuxième raison pour finir de répondre à votre question sur cette préférence pour le présent, donc la notion de risque ou d'incertitude qui est souvent liée au futur. Il y a aussi une troisième raison qui est souvent invoquée en économie, qui est presque, on va dire, une raison anthropologique. Il y a des expériences qui sont menées en économie expérimentale, donc sur des individus qui on demande est-ce que vous préférez 5 € aujourd'hui, 10 € demain, etc. Et donc les économistes expérimentaux arrivent à mesurer en fait la préférence pour le présent, alors avec tous les problèmes que cette mesure pose. Et ils vont même plus loin puisque souvent on observe que plus les taux d'actualisation des personnes qui sont dans des situations de pauvreté sont plus élevés que ceux des personnes qui sont dans des situations de non-pauvreté. Donc il y a même des solutions qui sont proposées pour baisser les taux d'actualisation des individus plus pauvres avec des dispositifs, ce qu'on appelle les commitment devices, qui vont les forcer à penser au futur. Donc c'est des choses qui sont proposées notamment dans les politiques de développement et dans les politiques de lutte contre la pauvreté. Et moi je me dis, parfois ce serait intéressant d'imaginer, est-ce qu'on pourrait imaginer cette espèce de commitment devices pour nous, non pas pour les pauvres qui sont en Afrique, etc., mais pour nous qui avons du mal aussi à penser notre futur. Donc voilà trois raisons pour cette préférence pour le présent. L'idée du fait que du scénario alternatif où je pourrais placer mon argent ailleurs, l'idée d'incertitude et l'idée aussi presque comme si la préférence pour le présent caractérisait l'être humain, en plus un peu comme Adam Smith disait à l'époque pour le troc. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous et toutes d'être venus. Merci à nos intervenants pour vos présentations et cette discussion riche. Voilà. Merci beaucoup. Merci.